Je me suis tellement donné toutes ces années, mais j'ai pas loupé un seul match de mes enfants. Jamais. On a passé tellement de bons moments pour que finalement, tout s'arrête pour une question d'argent. C'est écœurant, en fait. C'est vrai que mon père, ma mère sont aujourd'hui à des âges où ils ne peuvent plus travailler comme avant. C'est catastrophique parce que, en fait, j'ai perdu leurs finances, j'ai perdu mes finances, donc je peux même pas les aider dans les difficultés qu'ils traversent. Et aujourd'hui, ils sont dans des états de précarité, on peut le dire. Alors que les stars du football international entament le plus grand spectacle sportif de la planète aux États-Unis, bienvenue dans le monde opaque et parfois sordide du football amateur. À un moment donné, si vous pensez qu'il faut sortir plus de 3 000 francs par mois et offrir un véhicule de fonction à un joueur pour qu'il vienne jouer pour vous en 5e division suisse, là on peut vraiment dire que le système part en cacahuète. Depuis toute petite, mon père, en fait, je le suivais partout pour aller voir les matchs. La vie a fait que j'ai eu 2 garçons. Donc, mes 2 garçons ont commencé le foot dès 4 ans. Et je les ai suivis pendant tout leur parcours. On a toujours vécu le quartier de Varambé et en plus avec l'Olympique de Genève depuis tout petit. C'était vraiment tous les samedis, les matchs, les entraînements. Donc voilà, c'était un peu notre deuxième maison. En 2018, il y a eu l'Olympique de Genève qui est monté en première ligue. Donc ça a été un grand événement. C'était des très très beaux souvenirs. On arrive à ce niveau, c'était incroyable. Non, on a vécu une journée mais fantastique. Il y avait énormément de monde. Varambé était vraiment en fête. Ouais. C'était inoubliable. Ouais. Au sommet de sa gloire en 2019, l'Olympique de Genève, logé, atteint donc la première ligue, ce qui correspond au 4e échelon du football suisse. Mais les disputes agitent le comité du club, qui entre en turbulence. 4 ans après, le club est en crise, il est relégué, des entraîneurs s'en vont. Elena intègre un nouveau comité, à charge pour elle de reconstruire le mouvement junior qui a implosé. C'est important car seuls les clubs formant des juniors peuvent bénéficier de subventions publiques. Après cette montée, on s'est retrouvés sans plus aucun junior. Il y a Khalid Chagna qui est arrivé, il a remonté l'équipe et on avait des résultats en fait et ça se passait bien. En 2023, il faut donc remonter le club déjà bien mal en point. On fait appel à Khalid Chagna, qui se dit homme d'affaires au contact d'investisseurs moyen-orientaux. Il est bien connu à Genève pour avoir porté un autre club de la ville aux portes de la Challenge League, la 2e division suisse. Quand il reprend l'Olympique, le manager général, c'est son titre, a de grandes ambitions. Le budget pour la 2e Ligue inter, pour monter en première ligue, il faut minimum 250 000 balles. Minimum. Il faut juste des contacts comme nous. Et 250 000 balles, on peut monter, je parle que par la première équipe. Première ligue, il faut monter à 300 000 balles, minimum. On a fait le ménage, on a continué l'année avec des bons résultats, un bon mouvement junior. Et là, on a contacté des amis de l'ambassade de l'Arabie Saoudite, qui ont contacté des amis en Arabie Saoudite qui sont intéressés de racheter des clubs dans le monde. Ils ont d'ailleurs acheté Newcastle, ils ont acheté 2 clubs en Espagne, Granada, Almeria. Ils s'investissent dans le football et puis on a proposé la Suisse. D'ailleurs, eux, ils adorent la Suisse. Et donc, ces investisseurs potentiels saoudiens s'intéressent à l'Olympique, ils s'intéressent à votre proposition. Ils s'intéressent à un projet sportif. On a vu qu'ils s'intéressaient à un projet sportif. Ils nous ont demandé de faire une maquette. C'est quoi le club? On a envoyé le club. L'ambition de ces gens-là, il faut qu'ils aiment bien avoir un club en première division pour faire l'échange des joueurs, parce qu'ils ont des joueurs à Almeria, à Granada, à Newcastle, en Arabie Saoudite. Bien sûr, s'il prend son joueur qui ne joue pas, il le met en Suisse,
Ils le développent et après ils le vendent dans un autre club, là, ils gagnent de l'argent. C'est ça leur but, en fait. Petit rappel, le football suisse compte 9 échelons qui vont de la Super League tout en haut de l'échelle jusqu'à la 5e Ligue tout en bas. Seuls les clubs des 5 premières divisions ont le droit d'offrir des contrats dits non amateurs, autrement dit professionnels. Ici, les montants des salaires et des primes sont illimités. Les 4 divisions suivantes sont dites amateurs. Ici, les contrats n'autorisent que le remboursement des frais, comme l'essence ou l'équipement, auquel peut s'ajouter un forfait maximal de 500 francs par mois. Pour ce qui concerne l'Olympique, qui joue alors en 2e Ligue Inter, il lui est donc possible de signer des contrats professionnels, mais cela coûte cher. Il faut se débrouiller pour financer une coûteuse et ambitieuse première équipe. En tout cas, au niveau footballistique, on était très optimistes. Et on faisait des bons résultats, on suivait l'équipe, on impliquait énormément les juniors. Mais on avait vraiment une très bonne ambiance qui repartait. Et c'était... en tout cas, moi, je ne m'étais jamais imaginé ce qui nous attendait par la suite. Voilà. Car au lieu de paillettes et de gloire, c'est le ciel qui s'écroule sur le comité fin 2025. De crise en crise, le club est depuis longtemps dans le collimateur de la ville de Genève, qui verse des contributions pour son mouvement junior et met gracieusement le terrain à sa disposition. Des dizaines de milliers de francs d'argent public qui servent de levier à la municipale Marie Barbier-Chapuis pour siffler la fin du match. C'était d'abord une opacité, un manque de collaboration évident de la part des dirigeants du club qui ne voulaient pas transmettre certains documents qu'on avait pourtant demandé à de multiples reprises. Et puis une fois qu'on a eu quelques documents, on s'est assez vite rendu compte qu'il y avait des problématiques de surendettement, de suspicion de non-paiement des charges sociales aussi, de non-respect d'une convention que l'on avait signée avec le club et qui mentionnait spécifiquement que les subventions qui étaient versées par les collectivités ne devaient en aucun cas être utilisées pour l'équipe première, mais être utilisées exclusivement pour le mouvement junior, pour les enfants. C'en est trop pour la municipale qui prend une mesure quasi unique en Suisse, le retrait total de toute subvention et surtout l'interdiction de l'usage du terrain de Varambé. La ville tire la prise, le club est condamné à la disparition immédiate. Je crois que c'est comme en foot, parfois il faut savoir tacler dans les 16 mètres, c'est risqué, il faut faire ça bien. Et là, en l'occurrence, on avait suffisamment de raisons qui m'ont poussé à le faire et au final, la justice nous a donné raison sur toute la ligne. Oui, c'était suffisamment grave pour que des mesures inédites, en l'occurrence le retrait des terrains, soient prises. Conséquence, 300 juniors désormais sans club restent sur le carreau. Dès qu'on a eu le problème de ne plus pouvoir jouer à Varambé, beaucoup d'enfants se sont retrouvés du jour au lendemain sans club. Et là, j'ai vu des ados qui ont mal viré. Ouais. Comment annoncer à ces enfants qu'à cause de problèmes d'adultes, à cause d'histoires où ils n'ont rien à voir là-dedans, que du jour au lendemain, ils ne peuvent plus jouer à Varambé. C'était vraiment, pour moi, c'était impensable. Donc, ça a été vraiment comme une massue sur la tête, vraiment. L'autre coup de massue pour Elena est encore à venir. Elle assure n'avoir aucune responsabilité dans la tenue des comptes et la gabegie financière du club n'empêche. C'est à elle, solidairement avec d'autres membres du comité, de régler une ardoise de 35 000 francs de charges sociales des joueurs du club. En fait, tout ce qui était de la première équipe, c'était la même personne qui gérait. Et j'avais aucune vision là-dessus, en fait. Je savais qu'ils avaient des contrats. Je ne savais pas les montants. Et voilà. Et au jour d'aujourd'hui, moi, en tout cas, j'en paye les conséquences. Hein. J'ai une rage, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous en avez pleuré? Oui. S'il faut que je le dise, oui. Oui. Par des moments, c'était très dur. Nous avons obtenu l'audit mené par la ville grâce à la loi sur la transparence. En été 2023, avant l'arrivée de Chania, la dette frise déjà 250 000 francs. L'audit mentionne aussi des primes et des commissions versées aux joueurs et aux entraîneurs pour près de 66 000 francs pour la seule saison 2022-2023.
Nous avons obtenu la copie d'un contrat amateur d'un joueur de la première équipe de Loger en 2e Ligue Inter, soit, rappelons-le, la 5e division. Le contrat prévoit un forfait de 550 francs par mois, incluant le remboursement des frais. Les primes de match aussi entre 50 et 100 francs par victoire. Tout cela est régulier. En revanche, une de nos sources, qui ne souhaite pas apparaître à la caméra, affirme qu'en réalité, de nombreux joueurs étaient payés 2000 francs par mois, en cash, au noir et sans charges sociales obligatoires. En ce qui concerne l'Olympique de Genève, par exemple, effectivement, on avait écho du fait qu'ils allaient chercher des joueurs, même à l'étranger, parce qu'ils étaient mieux payés ici qu'avec le SMIC français, par exemple, à travers des primes de match ou autres. Donc, quand on verse des primes ou des revenus, ces revenus doivent être déclarés, les cotisations salariales doivent être payées. Nous, on demande, lorsqu'on verse les subventions, les déclarations AVS systématiquement. Et puis là, dans le cas qui nous concerne, manifestement, tout n'a pas été fait dans les règles. Oui, c'est grave, c'est une infraction pénale. Je pense qu'il y avait une addition de problématiques de gouvernance financière. Il y avait peut-être une folie des grandeurs de la part de certains dirigeants. Donc c'était un cocktail relativement explosif. Arrivé en été 2023, Khalid Chania assure n'avoir aucune responsabilité dans la déroute financière du club, ni dans les pratiques douteuses qui sont reprochées, lui qui ne siégeait pas au comité. Il reste que l'affaire est révélatrice des pratiques qui désormais dominent le football, qui n'a plus d'amateur que le nom. Contrats, salaires, transferts, on se la joue comme chez les grands. Si on aime le foot et puis on veut aller à l'avant, il faut payer. Il faut payer des frais de déplacement à des joueurs, il faut aider des joueurs, il faut trouver un travail, il faut se tenir, il faut payer des arbitres. Le temps que le club est grandi, c'est de l'argent, c'est des dépenses, surtout dans la Ligue amateur. Quand je vois qu'aujourd'hui, des fois, il y a des cas un peu de mercato des talus où on va chercher des joueurs à gauche, à droite, voire même jusqu'à l'étranger pour une 2e Ligue Inter. On parle de 5e Ligue, en fait, au niveau genevois. Je me dis que là, on ne va pas forcément dans le bon sens. Je pense qu'il y a de plus en plus d'argent, d'une manière générale, dans le foot professionnel, et que ça peut percoler dans le foot amateur, et que c'est la raison pour laquelle vraiment on doit protéger ce foot amateur des dérives du foot business, qu'on peut entendre dans les médias de certains grands clubs où manifestement seul l'argent compte et le foot passe vraiment au second plan. Une délinquance latente qui est évidente et qui est assez systémique, c'est l'argent au noir. C'est simplement que ça passe sous la table, on triche avec le fisc, on triche avec les assurances sociales, et tout ça pour économiser un maximum d'argent pour essayer d'avoir un numéro 10 de plus qui nous permet de marquer les goals qu'il faut pour monter à l'échelon supérieur. Donc c'est comme ça que ça se passe, et la Suisse n'est pas épargnée. L'affaire de l'Olympique de Genève est emblématique de la dérive financière d'un club amateur. Elle est aussi l'arbre qui cache la forêt, car malgré leurs 375 000 pratiquants, les clubs amateurs peinent à faire tourner la marmite. Une étude nationale mandatée par l'Association suisse de football, l'ASF, relève que 27% des clubs amateurs ont bouclé leur saison en déficit. Maître Philippe Rennes est avocat, spécialiste et critique du fonctionnement du monde du football. Vous ne pouvez pas demander au sport amateur de se comporter de manière légale quand le sport professionnel ne le fait pas. C'est souvent du bricolage pour essayer d'amasser un maximum d'argent, pour essayer de faire vivre un projet du club qui est toujours de vouloir monter à l'échelon supérieur. Et quand c'est géré par des amateurs, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Et puis le poteau rose est découvert. Disons-le haut et fort, selon nos interlocuteurs, l'immense majorité des présidents et présidentes de clubs de foot amateurs font un travail formidable, nous y reviendrons. Mais l'état précaire des finances est un attrape-mouche pour toutes sortes de personnages un peu louches. Plus on est vulnérable financièrement, moins on est regardant, comme l'explique Toine Spappens, criminologue néerlandais, un des seuls en Europe à s'être penché sur les bas-fonds du foot amateur. Généralement, les clubs de football amateurs, comme presque tous les clubs de football, ont toujours besoin d'argent.
Ainsi, toute personne disposée et capable de contribuer en tant que sponsor est accueillie à bras ouverts. Et tant qu'il n'y a pas d'indication de condamnation pénale, mais seulement une sorte de mauvaise réputation, les comités des clubs l'accueilleront assez facilement. D'accord, il y a de la fumée autour de cette personne, mais pas de feu. Donc, tant que rien n'a été prouvé, nous l'accueillerons comme sponsor. Et oui, le problème, c'est qu'ils mettent leur club en danger en agissant ainsi. Et quelle est votre explication au fait que le football amateur, où il est assez difficile de gagner de l'argent, attire un certain nombre de personnalités de ce genre? Ces clubs de football, même les petits clubs amateurs, jouent un rôle très important dans les villages et aussi dans les quartiers des grandes villes, où ils représentent souvent des communautés spécifiques. C'est donc bon pour votre réputation. C'est bon pour votre statut. En Suisse, en Hollande, comme partout dans le monde, le football a une telle attractivité au niveau mondial que chacun qui veut se mettre en avant va essayer de prendre un club de football. Il y a de l'ego, il y a de la volonté de se mettre en avant en société, il y a sûrement de la volonté de se faire de l'argent, de pouvoir avoir un grand club, de rayonner. C'est un petit peu comme je vois la chose. Puis après, tout déraille, il y a besoin de plus en plus d'argent, après on doit combler les trous, et puis après on commence à faire n'importe quoi. Il ne m'inspirait pas du tout confiance, quelqu'un qui parlait des millions, quelqu'un qui parlait de Dubaï, il était tout le temps en voyage, il avait plein de voitures de luxe, il vivait dans des maisons de luxe. J'ai vu une Ferrari, que je suis que c'était la sienne, que soi-disant il avait donnée à la personne qui travaillait pour lui, et puis que moi aussi, un jour, je pourrais avoir la même chose. Nous l'appellerons Anna. Elle est la compagne d'un joueur du FC Azzurri, un club de la région lausannoise issu de la communauté italienne. Comme tous nos témoins dans cette affaire, elle a demandé l'anonymat par peur pour son emploi. Anna a bien connu le président d'Azzurri. Flamboyant, volontiers bavard dans les médias, il se vante d'avoir dépensé près de 3,5 millions dans son club, qui au plus haut est en première ligue, la 4e division suisse. Le club bénéficie aussi d'environ 45 000 francs par an de contributions publiques et loue un terrain de la ville. Adrian, le compagnon d'Anna, se souvient bien de l'ex-président. C'est quelqu'un qui est très imposant quand même. Quand vous parlez avec la personne, quand il est face à vous, c'est quelqu'un qui est imposant. Ça se voit qu'en fait, tout ce qu'il dit, il maîtrise et il s'y connaît. Il y avait du monde qui venait nous voir. C'était vraiment à l'époque où Azzurri, tout le monde parlait de ce club. Il injectait une somme conséquente dans le club, en tout cas d'après ses dires. Et ça se voyait aussi, le club avait un quart magnifique. Je pense que c'était le plus beau de tous les clubs de la région. Il y avait des réunions de la première équipe qui étaient faites au Novotel, à Bussigny. Donc ce genre de choses, il faut bien payer, quoi. Courtier en assurance, les affaires du président, que nous appellerons Arturo, sont longtemps florissantes. Celles du club, un peu moins. En 2024, le FC Azzurri dégringole en 3e ligue, la 7e division. Arturo ne renonce pas, il recrute, promet des primes, verse des salaires. Parmi ses joueurs, il y a Kylian, qui a déjà une petite carrière de professionnel derrière lui. Il fait une bonne saison avec Azzurri, avant de recevoir une offre plus alléchante d'un autre club. Le président, il me contacte et il me dit non, tu peux pas partir. Et c'est là où il m'a dit, écoute, moi je te propose pas sur 3 mois, mais sur 12 mois, le fixe de 1 000 € en tant que joueur. Et je te propose aussi d'être apporteur d'affaires pour ma société sur un investissement qui est intéressant, qui fonctionne depuis 2 ans à peu près. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et c'est comme ça un peu que je suis rentré en tant qu'apporteur d'affaires avec lui aussi. Un autre joueur que nous appellerons Gabriel est approché au sein même du club. Et pas par n'importe qui.
J'ai été approché par le capitaine de l'équipe dans un premier temps pour souscrire une assurance de 3e pilier. Et par la suite, progressivement, les discussions s'est tournées sur un produit d'investissement que la société proposait. C'était un produit qui proposait des rendements d'environ 20% sur investissement et il y avait ce truc, premier arrivé, premier servi. Maître Fabrice Coluccia vient d'être saisi par un des sponsors du club, un entrepreneur de la région morgienne qui a investi 100 000 francs dans l'affaire proposée par Arturo. Le président du club en question travaille dans le domaine des assurances, en parallèle finalement de son activité de président. Puis dans ce contexte-là, il vous propose un contrat disant si vous investissez dans mon entreprise, moi je vous promets un rendement, et il promettait des rendements extrêmement élevés de 20% sur 2 mois. Ça fait du 10% par mois, c'est-à-dire du 120% par année, donc pratiquement du 200% sur l'année à partir du moment où on prend les capitaux, les intérêts cumulés. Donc c'est des montants finalement, des investissements et des rendements qui n'existent tout simplement pas. Très clairement, il y a anguille sous roche. J'avais quelques doutes sur la société et le produit, et du coup je demande les documents. Et la première chose que je fais, c'est de les lire, et je me suis intéressé un peu. Quand t'es pas juriste ou que t'es pas du métier, que t'as pas des connaissances, c'est dur un peu de trouver la faille. L'astuce est quand même extrêmement bien ficelée. Le contrat qui est proposé à Gabriel porte le logo de l'assurance AXA, celui de la FINMA, le gendarme de la finance. Il est assorti d'un courrier d'avocat qui certifie la légalité du contrat. Tout cela est assez convaincant, mais c'est un autre argument qui emporte finalement la décision de Gabriel, qui est pourtant du genre méfiant. Après tout, le courtier est un ami, le capitaine du club, presque la famille. Il y a une limite floue dans le club entre la société du président et le club. Et en fait, il y a plusieurs joueurs du club qui travaillaient pour cette société. Il y a un lien mutuel qui s'est créé, donc au final, il ne va pas essayer de me la mettre à l'envers. C'est ça que je me dis. Et d'où le fait qu'il y a un peu cette confiance, même si les rendements sont élevés. Vous signez pour combien ? Pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Pendant ce temps, les affaires marchent fort pour Kylian, le joueur et porteur d'affaires. J'ai pas mal de contacts. Ça marche. Bon, il y a mes meilleurs amis qui me suivent dès le début. Il y a ma famille qui me fait confiance. Et donc mes parents, il y a beaucoup de gens qui me connaissent et qui ont des moyens de pouvoir investir, qui commencent à investir. Et c'est vrai que on frôle, je dirais quand même peut-être 400 000, 500 000, parce qu'après il y a mes amis aussi qui en parlent à leurs amis. Tout le monde pense avoir trouvé une mine d'or. Mais comme toute mine d'or, le filon d'Arturo finit par se tarir. Les soi-disant rendements ne sont plus payés. Impossible pour Kylian et Gabriel de mettre la main sur le flamboyant président. Et pour cause, il est en prison depuis mars 2026. Le ministère public vaudois nous confirme l'information donnée par 20 minutes. Une instruction pénale est ouverte contre lui pour des faits potentiellement constitutifs d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion fautive et de faux dans les titres. À la suite des perquisitions et de son audition, il a été placé en détention préventive. Il jouit bien sûr de la présomption d'innocence et l'enquête est toujours en cours à la suite de multiples plaintes pénales déposées par les investisseurs lésés. Il faut bien comprendre, c'est que parfois, voire souvent, la frontière entre un mauvais gestionnaire et puis un escroc, elle peut être extrêmement floue. Donc c'est pas parce que de l'argent a été perdu qu'il y a une infraction pénale. La plainte vient d'être finalement déposée, donc le ministère public commence à enquêter, donc il n'y a pas tous les plaignants, toutes les victimes potentielles qui ont été déjà identifiées par le ministère public. De celles dont moi j'ai connaissance à ce stade, on dépasse le 1,5 million. Contacté, l'avocat du président déchu nous affirme: il y a une enquête pénale en cours et nous ne souhaitons pas faire de déclarations qui viendraient interférer avec la procédure. À 20 minutes, Arturo a déclaré qu'il regrettait profondément la situation qu'il attribue à une chute brutale de ses affaires.
Dans la déposition qu'il a faite devant la police et que nous nous sommes procurés, il affirme encore « Je n'ai jamais incité des joueurs à investir quoi que ce soit. Ces investissements n'ont rien à voir avec le foot. » Pour Gabriel, un des plaignants, c'est au contraire le mélange des genres qui l'a conduit à perdre 30 000 francs. Franchement, du dégoût. Il y a vraiment une relation de confiance qui s'est créée avec ces personnes, quoi. Et voir que la confiance a été trahie comme ça, c'est très frustrant. Au final, le club était une vitrine de sa société et la société était une vitrine du club. Et donc, les deux, pour moi, allaient vraiment de pair, sans qu'il y ait vraiment de dissociation claire entre le club de foot et la société. Le mélange des genres, comme tout mélange des genres, implique un certain nombre de risques. Là, les risques qu'on peut voir, c'est des financements croisés, ça peut être extrêmement dangereux. Et puis l'autre problématique qu'on a ici, c'est que certains joueurs étaient employés de sa société et vice-versa. Je sais de sources sûres que certains joueurs ont été impliqués dans la commercialisation de ce produit. Kylian est de ceux-là. Joueur et porteur d'affaires, il a également porté plainte et estime avoir été abusé. Je me rends compte que c'était juste de la manipulation pour venir à bout de ses désirs d'enrichissement, je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas, mais c'est vraiment de la manipulation et de la méchanceté. Et quel est le sentiment qui vous habite, vous, personnellement? Moi, c'est de la trahison déjà, mais aussi des remords, des regrets d'avoir emporté mes proches dans cette catastrophe. C'est catastrophique parce que, en fait, j'ai perdu leurs finances, j'ai perdu mes finances, donc je peux même pas les aider dans les difficultés qu'ils traversent. Et aujourd'hui, ils sont dans des états de précarité, on peut le dire. Genève Olympique, Azzurri Lausanne et bien d'autres clubs encore victimes collatérales d'agissements douteux. Et quand le foot amateur bascule dans la chronique judiciaire, émerge cette question: où est le gendarme ? Ce sont des pratiques qu'on retrouve dans tous les domaines, tous les pans de la société. Là où il y a de l'argent, il y a de la triche. Et alors après, c'est une question politique de savoir est-ce qu'on veut mettre le doigt dessus ou pas. Mais disons qu'on peut au moins s'attendre de la part des autorités publiques, respectivement des instances du football, qu'elles fassent le minimum pour essayer de canaliser justement ces pratiques et puis les minimiser. Mais il n'y a rien qui est fait. Direction donc l'Association suisse de football, l'ASF, la fêtière du football pro et amateur. 375 000 joueurs, 18 000 équipes, 1350 clubs et près de 10 000 matchs par week-end qui peuvent drainer jusqu'à 1 million de gens. À la tête de cette machine, son secrétaire général Robert Breiter. Nous regrettons chacun de ces cas car ils nuisent à l'ensemble du système. Il y a aussi de nombreuses victimes de ces faillites financières, à commencer par les joueurs concernés. C'est pourquoi, là encore, il ne faut pas jeter le discrédit sur l'ensemble du secteur. Néanmoins, ces cas existent et chacun de ces cas est un cas de trop. Ils doivent être traités de manière rigoureuse par les autorités de poursuite pénale, les autorités de contrôle de la sécurité sociale et les autorités fiscales. Et nous aussi, en tant que fédération de football, nous devons bien sûr nous demander quels enseignements nous pouvons en tirer. L'ASF dispose bien d'une commission de contrôle et de discipline chargée de faire respecter, entre autres, les obligations financières des clubs. Argent noir, contrats fumeux, arrangements tortueux. Ce gendarme de l'ASF peut amender, voire suspendre, un club pris la main dans le sac. Problème, seuls 5 à 10 cas par année lui sont rapportés. Oui, c'est une question de moyens. Nous ne pouvons intervenir avec notre commission de contrôle disciplinaire qu'en cas de soupçon fondé. Et nous ne pouvons pas contrôler systématiquement ces 40 000 transferts par an, par exemple. Nous n'avons pas non plus les pouvoirs dont disposent les autorités publiques. Nous ne pouvons donc pas simplement nous rendre dans un club pour saisir sa comptabilité ou mettre ses bureaux sous scellés et rechercher de l'argent liquide.
Mais dans le fond, ces petits délits qui émergent de ci, de là, dans le football amateur, sont-ils si graves? Oui, répond notre criminologue néerlandais mandaté par son gouvernement pour enquêter sur ce milieu. Car le résultat de ces recherches est inquiétant. En Hollande, les petits délits à portée pénale sont le signe d'une infiltration criminelle systémique qui ronge le football amateur. Nous avons examiné 58 cas différents, dont la plupart concernaient des clubs de football. Et oui, il y a environ 500 clubs aux Pays-Bas, ce qui vous donne une petite idée de la gravité réelle du problème. Dans bien des cas, il s'agit de personnes plutôt impliquées dans des délits en col blanc. Il peut s'agir d'évasion fiscale, par exemple. Mais nous avons aussi des exemples de personnes qui sont fortement impliquées dans des affaires de trafic de drogue, tout en siégeant au conseil d'administration d'un club de football amateur, par exemple. Nous avons identifié plusieurs signaux. Mais nous constatons que, comme les comités et les dirigeants des clubs amateurs sont eux-mêmes des amateurs, ils ne perçoivent pas toujours ces signaux, à moins qu'une personne ait une expérience dans la police, l'administration fiscale ou la comptabilité, ce qui lui permet généralement de repérer assez facilement ces indices. Repérer les signaux que les choses déraillent, comme une comptabilité bancale ou le comportement erratique d'un président de club? Oui, mais tout le monde ne dispose pas d'un Roger Burger. À lui, on ne la fait pas. Vieux routard de la finance, les mouvements d'argent et les comptes bancaires, il connaît. C'est un modeste, mais on dira que le Stade Lausanne-Ouchy lui doit beaucoup. Aujourd'hui, le deuxième club de la capitale vaudoise est tout pimpant. Sociétaire de la Challenge League, le deuxième échelon national, il vient de vivre sa première finale de Coupe Suisse et son école de foot junior est une référence. C'était bien votre match contre Lyon, là. Ouais. Mais le Stade Lausanne revient de loin. En 2018, son fidèle mécène lâche le manche alors que le club est en première ligue promotion, la 3e division suisse. Il faut trouver un nouveau président, si possible, aux poches pleines, car le budget avoisine les 350 000 francs par an. Il y a quelqu'un qui veut remettre, puis il n'y a personne qui veut reprendre. Il n'y a pas beaucoup de monde en fait, qui peut reprendre ce type de club. Donc vous êtes moins regardant sur la personne qui reprend. C'est pas qu'il n'y avait pas 50 personnes qui voulaient reprendre, il y en avait une. C'est quelqu'un de très très discret, qui était assistant des M10, sauf erreur, et puis qui était discret, gentil, agréable, intéressant, qui disait qu'il était économiste, qui donnait des cours, qui avait une belle histoire. Il venait de Turquie, il avait fait l'université là-bas. Donc c'était une belle histoire et il y avait quelques sous. Il venait de racheter des entreprises assez connues sur Lausanne. Donc c'était une belle surprise. En tout cas, il n'y avait pas de raison de prime abord de pas faire confiance. Il y avait quand même il avait annoncé qu'il voulait investir 250 000 francs par année, qu'il en avait les moyens. On est au début 2018. Le nouveau président tient ses promesses. Des versements qui arrivent à temps, des charges sociales et des contrats en règle, et une pluie de coûteux transferts qui permettent au club de trôner au sommet de sa ligue. Mais après quelques mois, les premiers signaux d'alerte éveillent l'attention de Roger Burger, qui est alors membre du comité. Le premier, c'était le caissier qui tout à coup s'est retrouvé avec une liste de paiements à ne pas faire, ce qui était inhabituel par rapport à ce qu'on a connu ensuite. On a travaillé en équipe avec le coach, avec le reste du comité, etc. Mais c'est vrai que mon background professionnel a permis de mettre en fait des noms sur des actes potentiels et sur des risques potentiels. Donc on a appelé les sociétés, on a mis un peu la pression pour avoir les infos. Et ce qu'on a découvert, c'est que ça nous a absolument pas rassurés. On se retrouvait plus ou moins à 900 000 francs de factures ouvertes. Le club était clairement en grand danger, oui, et il fallait couper. Le comité du club prend une mesure radicale. Moins d'une année après sa prise de fonction, le nouveau président est destitué. Le Stade Lausanne a beau trôner en tête de son championnat avec une dette monumentale, il est au bord du gouffre.
C'est un ensemble de personnes qui ont fait qu'on a passé à côté de la catastrophe. Qu'est-ce qu'a risqué le club concrètement? La disparition. En tout cas, la relégation en 5e Ligue, le club aurait été en faillite, oui, clairement. Ah oui, on a eu chaud, waouh, on a eu chaud. Fort d'avancer. Oui, bien sûr, on a eu beaucoup de chance, et surtout à ce moment-là, mais surtout après coup, quand on a appris les raisons pour lesquelles, en fait, il n'y avait plus d'argent liquide disponible, c'est parce qu'il y avait des comptes qui avaient été bloqués. Quelques mois après son éjection du Stade Lausanne, on découvre en effet les zones d'ombre de l'ex-président. Il est d'abord placé en détention pour détournement des fonds Covid pour un montant de 3,5 millions de francs, puis condamné pour une litanie de délits qui vont de l'escroquerie à l'abus de confiance en passant par le blanchiment d'argent. Sentence finale, 6 ans et demi de prison ferme. Lors du procès, le juge affirme que l'accusé est un homme dangereux pour la société et qu'il doit sortir de sa folie des grandeurs. Oui, vraiment, le Stade Lausanne a eu très chaud. Il aurait fallu faire une due diligence en demandant des comptes, en demandant une comptabilité, en demandant un registre du commerce, demandant un extrait des poursuites et puis un casier judiciaire. Mais on est toujours beaucoup plus intelligent et malin après l'histoire qu'avant le livre d'histoire. Personnellement, je regrette ces incidents. Ce sont des incidents, mais il ne s'agit pas de centaines d'incidents. Et ce qui me fait vraiment réfléchir, voire m'attriste, c'est que ces incidents jettent à nouveau le discrédit sur l'ensemble du secteur. Et avec lui, sur les centaines de milliers de personnes qui courent après le ballon avec beaucoup de joie pour 2 fois rien, voire rien du tout. Que toutes ces personnes soient discréditées d'une manière ou d'une autre, et que par conséquent la grande valeur ou la contribution importante que le football apporte finalement à la société en matière d'intégration, de santé et de formation passe au second plan à cause de telles manigances. Quand les manigances rôdent, que l'incompétence ou des intentions peu louables menacent, il faut donc beaucoup d'attention, voire d'expertise, pour reconnaître les signaux qu'un danger menace le club et avec lui, toute une communauté. Sinon, c'est la faillite qui guette, la disparition, voire pire. Les tribunaux, quand ce n'est pas la prison. Ces signaux, ils sont plusieurs à les avoir vus venir au sein du FC Fribourg, mais trop tard ou sans possibilité d'agir. Dans cette capitale romande de 40 000 habitants, les clubs de hockey sur glace et de basketball occupe le sommet du sport suisse, mais le FC Fribourg est, lui, en état de quasi-mort clinique. À son chevet, 3 de ses derniers fans évoquent la lente descente aux enfers. J'allais avec mon oncle voir les matchs. Lui, c'était un fidèle du FC Fribourg. Ouais, j'avais peut-être 8 ans. Fribourg était en Ligue B. Et puis j'allais avec lui. C'est comme ça un peu que j'ai été bercé dans l'FC Fribourg. Ouais. Je me disais toujours, mais j'aimerais bien travailler là. Je me disais toujours ça, j'aimerais bien travailler là. Puis qu'un jour, à une assemblée, on m'a proposé pour travailler à la buvette. Et je suis allé travailler à la buvette et j'étais très heureux de vivre avec le FC Fribourg. Parce que j'aime le FC Fribourg. Je ne peux pas vivre sans le FC Fribourg. Ça a toujours été assez compliqué, mais on a toujours réussi à nouer les 2 bouts. On ne s'est jamais endetté, autrement dit, quoi. Le destin du FC Fribourg est emblématique d'un système qui déraille. En 2019, le club, qui fut autrefois prestigieux, court après son passé en 2e Ligue Inter, la 5e division suisse. Un nouveau comité est nommé, exclusivement composé de femmes. C'est un joli coup médiatique qui fait le tour du pays, imaginé par sa nouvelle présidente, Magdalena Lauper, propriétaire d'une petite société d'événementiel. Mais pour ce qui est de gérer un club de football, c'est autre chose. C'était quand même un peu une surprise parce que c'est rare qu'on voit des... Je ne sais plus combien elles étaient, 5-6 dames qui viennent pour gérer un club de foot, quoi. Alors... il y avait pas mal de gens qui disaient « oh là là », et puis nous, pourquoi pas. De toute façon, on ne peut pas juger les gens avant qu'ils fassent leur travail, quoi. Et puis, au début, ça se passait bien.
Puis après, ma foi, ça s'est un peu dégradé parce que l'ancienne présidente, elle s'est rapidement trouvée toute seule. Ouais. Puis là, on a vu déjà que ça se passait pas vraiment top, quoi. Bien sûr qu'il y avait des rumeurs que la situation était un peu compliquée. Surtout qu'elle avait engagé des joueurs par le biais d'un entraîneur, d'un responsable technique, qui avait vu beaucoup trop haut, avec des salaires incroyables, des joueurs dont on n'avait pas les moyens de payer. Elle n'a pas vu venir probablement les problèmes, les soucis tout de suite. Après, c'est un engrenage. Elle ne savait plus comment faire non plus pour s'en sortir, certainement. Finalement, ben oui, le président d'honneur a pris un peu le taureau par les cornes, comme on dit, et puis il a convoqué une assemblée extraordinaire. Et c'est là elle était là aussi, elle a dû quand même faire état des dettes qu'il y avait dans le cadre du FC, quoi. Elle a dit, c'est catastrophique, elle a dit. Et moi, quelques temps avant, 1 ou 2 mois avant, je lui avais posé la question, comment vont les finances du FC Fribourg? Elle avait rigolé, puis il me semblait que ça avait l'air d'aller. C'est comme une épée qui te traverse, quoi. On n'en revient pas. Comment elle a pu faire ça, quoi? Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, sur le moment? Oui, on voit notre club disparaître. Le Covid et le gel des compétitions achèvent l'agonie du FC Fribourg. Après 4 ans de présidence épuisante, Magdalena Lauper doit s'en aller. Nous l'avons rencontrée longuement dans le cadre de ce reportage, mais elle a finalement refusé d'y participer et ne souhaite pas que nous rapportions ses propos hors caméra, ce que nous respectons. Reste le club, criblé de dettes, et qui a dégringolé en 3e ligue, la 7e division. Alors qu'il aurait pu le dissoudre, le comité choisit de conserver le FC Fribourg et en confie les clés au jeune Lukas Scuderi, modeste salarié. On a décidé de maintenir le club en vie. Et à ce moment-là, le lendemain, on va à la banque pour avoir accès au e-banking. Et puis c'est là où on tombe un peu des nues parce qu'il y a 450 francs sur le compte du club. Et surtout, vous découvrez une énorme dette, c'est ça? Au final, ce qui s'est révélé avec la comptabilité et puis les pièces comptables qu'on a retrouvées, qu'elle était à 440 000, ce qui reste quand même presque un demi-million. Quand on a ouvert les armoires, on a trouvé 11 maillots blancs, 11 maillots noirs. Premier match amical, on a dû demander à l'équipe adverse de nous prêter ces maillots à l'extérieur. Et après, en attendant qu'on ait nos maillots, quoi. Mais on a eu aussi fait des fois une première mi-temps en blanc, une deuxième mi-temps en noir. Il y avait 7 ballons. Et là, je me suis dit, je me suis vraiment demandé dans qu'est-ce que je me suis lancé, quoi. Est-ce qu'il y avait une espèce de folie des grandeurs à un moment donné, à votre avis? C'est sûr, bien sûr. En 2e Ligue Inter, on va pas payer 10 000 francs pour 3 attaquants par mois. Avec les finances qu'on avait, c'est impensable. Comment on en est arrivé à une telle situation? Comment vous l'analysez? Des ambitions peut-être de mesurer par rapport à la situation du club, des promesses faites à des joueurs par rapport à des salaires complètement exorbitants. Et il y a eu une escalade d'engagement. Il fallait peut-être monter au plus vite, recruter les meilleurs joueurs de la région. Et pour ça, il a fallu mettre la main au porte-monnaie, sans forcément avoir les ressources financières derrière. Aujourd'hui, les deux parties se retrouvent devant les tribunaux. Le club doit près de 100 000 francs de charges sociales impayées. Il a donc porté plainte contre son ancienne présidente, qui a été condamnée en première instance à une peine avec sursis pour gestion déloyale, inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et délit contre la loi fédérale sur l'AVS. Magdalena Lauper a fait recours et le procès est prévu en septembre prochain. Dans un message écrit qu'elle nous a adressé, elle rappelle que la présomption d'innocence demeure pleinement valable. Quant à Lukas Scuderi, il avoue une certaine lassitude, même s'il se réjouit que revive un mouvement junior au sein du FC Fribourg. Mais l'expérience lui laisse un goût amer sur ce qu'est devenu le football amateur. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Aujourd'hui, le FC Fribourg est un peu comme dans une sorte de coma artificiel où on le maintient en vie en espérant avoir des débouchés avec d'autres discussions, que ce soit des fusions ou des partenariats avec d'autres clubs. Aujourd'hui, on évolue dans la 7e division suisse et puis qu'il y a des joueurs qui nous disent « je vais ailleurs parce qu'on me donne 500 ou 1000 francs par mois », c'est clair que c'est une aberration, je trouve, dans le football amateur
en arriver là. À un moment donné, si vous pensez qu'il faut sortir plus de 3 000 francs par mois et offrir un véhicule de fonction à un joueur pour qu'il vienne jouer pour vous en 5e division suisse, là on peut vraiment dire que le système part en cacahuète. Moi, pour ma part, j'avais plus envie de jouer au foot. Je vous cache pas que j'ai eu un dégoût total du foot. Tout le monde parle de l'argent, et au bout d'un moment, ça pourrit vraiment l'ambiance. Et pour ma part, moi, ça m'a dégoûté vraiment du foot. Ouais. Je crois que quand on enfile un maillot, que l'on soit, quelle que soit sa catégorie sociale, on appartient à la même équipe, et ça c'est assez propre au sport, propre au foot. Et en termes de renforcement de la cohésion sociale dans une ville, dans les quartiers, c'est extrêmement important. Puis moi, je préfère que les enfants soient sur un terrain de foot plutôt que sur leurs écrans ou dans une cage d'escalier à traîner. Donc on doit garder cet esprit du foot amateur, juste le plaisir de se voir, de se rencontrer. La compétition, mais la saine compétition, c'est ce qu'on doit essayer de préserver. 3 minutes.